Aux côtés de Michel Taube dans Week-end Direct, Alexis Corbière, bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Face à vous, Sylvain Maillard, bonsoir, député La République En Marche de Paris. Pourquoi cette utilisation du 49.3 et pourquoi maintenant? Il n'y avait vraiment pas d'autres possibilités, d'autres choix? Écoutez, ça fait 13 jours, nuit et jour, que nous travaillons sur ce texte. Plus de 115 heures, je crois qu'on a eu le chiffre exact, 115 heures de débat. On a passé 4 jours et demi pour discuter sur le titre, avec une multitude d'amendements, tous les mêmes, des sous-amendements synonymes, faire en sorte que les communistes et la France Insoumise a décidé de ne pas débattre sur le fond. Alors en permanence, on a très peu avancé, on a fait 14% des articles, 10% des amendements. Si on continuait sur le rythme actuel, on finissait au mieux le texte à Noël. Donc je crois qu'à un moment, il y a une prise de responsabilité. Le gouvernement a pris ses responsabilités en disant, voilà, on arrête. Ça ne veut pas dire que la discussion ne continue pas. D'ailleurs, moi, j'ai amené la liste des amendements. Les 179 amendements qui sont repris de la majorité et de l'opposition, qui seront repris dans le texte qui a été déposé en vertu du 49.3. Et donc, cette discussion, y compris la discussion sociale, va continuer. Les partenaires sociaux continuent dans la conférence de financement. Et puis, le texte va continuer à vivre. Le débat va continuer, encore à l'Assemblée pour la loi organique, puis au Sénat, et reviendra en seconde lecture à l'Assemblée nationale avant l'été. Alexis Corbière, Édouard Philippe a dit tout à l'heure dans l'hémicycle, c'est une image triste que renvoient nos institutions. C'est ce qu'il a expliqué. Et en creux, évidemment, on l'a entendu aussi, il vous a pointé du doigt la France Insoumise. Aujourd'hui, vous considérez que c'est de votre responsabilité, quelque part, c'est de votre faute, si on en est là? Ça, c'est ce que dit Édouard Philippe. Mais c'est clair que c'est une image triste qui renvoyait nos institutions. C'est-à-dire que là, il y a l'utilisation de quelque chose qui est de la part d'ombre de cette Ve République, un instrument autoritaire que même son fondateur, le général de Gaulle ou Georges Pompidou, n'avait pas utilisé. Vous y attendiez pas à l'utilisation du 49.3, encore moins aujourd'hui peut-être? C'était dans l'air, certains le disaient, mais pour quelle raison? Il y a ça pour des raisons politiciennes. C'est qu'à les élections municipales, ils veulent régler l'affaire avant. Mais les élections municipales, c'est assez classique. Là, on parle d'un texte qui va concerner tout le monde, tous les salariés. On va faire travailler les gens plus longtemps, 64, 65 ans. Il va y avoir donc quelque chose qui est problématique, dont il faut discuter. Et il y a une vertu à tous ces débats. 13 jours pour discuter d'un texte qui va concerner tout le monde pendant des décennies, c'est peu de choses en vérité. Quand on est député, on est là pour siéger au Parlement. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre en vérité? C'est la question que je pose. Moi, il n'y a pas de problème de venir la nuit, même le week-end. C'est un texte fondamental. Et que l'on comprenne bien que dans les débats, il y a plein de choses intéressantes qui sont venues. Par exemple, il a été dit par le rapporteur lui-même que ce texte qui nous était vendu comme universel ne l'était pas tant que ça. Il y a des professions qui ne sont pas concernées. Je pense notamment aux policiers. Pourquoi? On s'interroge. Deuxièmement, par exemple, le slogan de 1 000 € de retraite minimum pour les agriculteurs. Non, il n'y aura pas 1 000 € de retraite minimum pour tous les agriculteurs. Ça, ce n'est pas exact. Il y aura au mieux 60% des chefs d'exploitation qui seront concernés, mais 40% encore qui ne sont pas concernés. Bref, nous avons levé des lièvres dans la discussion. Et je prends tout le monde à partie. Allez voir. Maintenant, c'est trop tard. Mais il y avait des débats de fond. Hier, on a discuté des marins-pêcheurs. Ce matin encore, on discutait de différents sujets qui concernent des carrières, qui concernent des gens. Alors, le gouvernement, lui, je pense qu'il était un peu mal de se dire qu'il y avait quand même des sujets qui remontaient à la surface. Par exemple, le point, on dit retraite à point, comment est calculé le point? Le rapporteur nous a dit, et on parlait encore de ça ce matin, comment est calculée la valeur du point? Selon un indice, le revenu moyen par tête, qui n'est pas encore défini par l'INSEE. Nous, l'opposition, on dit, mais comment pouvez-vous nous présenter un texte où vous pouvez avoir une retraite à point dont on ne connaît pas encore la définition du point? Le gouvernement avait dit, je ferai des simulateurs, on s'en souvient. Ils les ont toujours pas mis en place. Parce que dans ce texte, beaucoup de choses sont précisées aussi par la suite des ordonnances. Bref, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, je vois le Premier ministre se réfugier dans la Constitution. Mais la Constitution, elle permet, par exemple, de faire un référendum. Là, si on banalise le fait que, finalement, le Parlement, allez, dégagez, vous êtes une bande de bavards, évidemment, on fait porter le chapeau aux insoumis, mais celui qui est autoritaire, c'est le Premier ministre. Et je trouve assez peu élégant, je termine là-dessus, de profiter de la crise du coronavirus dont on vient de parler, pour se dire que la conversation va changer dans le pays, évidemment, parce que moi, je fais confiance à la direction publique de la santé, etc. Et en gros, décider comme ça, à tel point que même les présidents de groupe n'ont même pas été informés, n'ont pas pu être présents, après un conseil ministre exceptionnel sur le coronavirus arrivé à la sauvette. Franchement, c'est un manque d'élégance, mais politique qui a un sens. C'est-à-dire, en gros, pas vu, pas pris. Désormais, les gens vont penser au coronavirus. Je te boucle cette réforme des retraites. Sauf que je pense que le pays va réagir pas comme l'entend le Premier ministre. Notamment, on va avoir dans ces élections municipales, du moins c'est le vœu que je forme, que ceux qui soutiennent cette réforme des retraites seront sanctionnés. On aura des mobilisations, il y aura cette motion de censure. Bref, c'est le moment de se faire entendre et dire non, pas d'accord. Et toutes les études d'opinion, je termine vraiment là-dessus, ont démontré que jusqu'à présent, malgré ces 13 jours de débat, malgré la diabolisation de la France insoumise, une grande majorité de Français est opposée à ce texte. Et c'est lui quand même le peuple qui est notre souverain.
Votre réponse, Sylvain Maillard, d'autant plus, je rappelle qu'on se souvient qu'il y a quelques jours, il y avait quand même des députés de La République En Marche qui avaient signé une tribune pour s'opposer à l'utilisation du 49.3. Vous n'avez pas peur que tout cela fragilise votre majorité? Mais ce que vient de dire Alexis Corbière, il y a une partie qui est vraie. Nous, on voulait discuter de la valeur du point, de l'indice, mais tout ça, c'était dans des articles un peu plus loin. On est bloqué, on n'a pas réussi à aller au bout de 13 jours et 13 nuits de discussion sur des choses, sur des synonymes, sur des points-virgules, non, c'est pas vrai, sur des choses Maillard. où il y a 5, 6, 7 prises de parole, vous le savez très bien Alexis Corbière, 5, 6, 7 prises de parole qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il y avait dans l'amendement ou dans le sous-amendement. Une discussion, il y a une volonté de pilonner le texte et de faire en sorte qu'on n'arrive pas, en tout cas d'une volonté qu'on n'arrive pas juste aux articles qui correspondent. Comment est composé un texte de loi? Il y a des articles, là il y en avait 65, où chacun définit correctement la thématique sur laquelle s'appuie le texte de loi et sur lequel nous devons travailler. C'est ça le travail du parlementaire. Il n'est pas de faire du blabla dans l'hémicycle. Vous ne travaillez plus là. Le travail, il est de s'opposer. Et on a des oppositions très claires. Merci. Point par point. Sauf que les points par point, on n'a pas pu y arriver. On a passé 4 jours et demi à discuter du titre de la loi. 4 jours et demi. Honnêtement, je trouve ça honteux. Non mais attendez, que les choses soient claires. Premièrement, dans une démocratie, ce qui est important, c'est le droit de l'opposition. Tout le monde dit la Constitution nous donne le droit du 49.3, mais elle donne le droit à une opposition de présenter des amendements, parce que c'est un sujet important. Je répète que nous avançons actuellement au rythme 90 amendements par séance, ce qui est un bon rythme. Je répète aussi, il ne faut pas se laisser enfumer. Certes, nous avons déposé 23 000 amendements, mais la méthode mise en place par la majorité fait que beaucoup de nos amendements tombent. En vérité, comme amendements différents, nous en présentons 1350. Donc c'est des choses qui sont normales. Vous savez, dans l'histoire du Parlement, par exemple, quand on a privatisé TF1, ça a mis 2 mois de débat. Quand il y a eu le débat sur le mariage pour tous, ça a pris beaucoup de temps. Pour quelle raison ? Vous n'êtes pas caché de mettre en place une stratégie d'obstruction parlementaire. Non, du moins. Ce que nous avons dit clairement, c'est qu'effectivement, nous ne voulons pas que le texte aille vite, parce que nous pensons, comme je disais tout à l'heure, que dans le débat jaillit des fois des petites lumières, et ce qu'on appelait des lièvres, c'est-à-dire des sujets. Vous dites, M. Maillard dit on veut discuter du point, sauf que oui, nous répétons souvent les arguments. Comment sera calculée la valeur du point? Expliquez-nous. Et les réponses qui nous sont données sont intéressantes. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Le rapporteur qui nous dit effectivement que ce texte ne sera pas si universel que ça, alors qu'il a été répété aux Français qu'enfin il allait avoir un système universel, c'est éclairant. C'est cette histoire quand même que c'est nous qui l'avons levé en commission en disant au rapporteur comment le point sera calculé, et qui nous dit que c'est un indice de ce que j'ai dit tout à l'heure, toujours pas défini par l'INSEE. Mais quel Français pourrait accepter bon sang quand il contracte un contrat d'assurance, qu'on lui vend un produit avec des choses qui sont toujours pas définies? Ceux qui m'écoutent, qui soient pour ou contre cette réforme, comprennent que le gouvernement aurait dû mieux travailler. Peut-être que je n'aurais pas été d'accord avec les conclusions, mais d'abord faire la conférence de financement, d'abord définir effectivement ces références pour savoir comment est le point. Mais il a fait l'inverse. Non, ce n'est pas dans la loi. Mais si, Alexis Corbière, c'est dans la loi, mais c'est un peu plus loin. Ne mentez pas. Mais si, c'est dans la loi un peu plus loin. Mais on peut s'opposer dessus. Suivi alors. Mais vous-même. Vous rigolez quoi, Alexis Corbière? On était ensemble encore. On a passé beaucoup de temps ensemble. Je ne vous ferai pas l'affront de penser que vous n'étiez pas là. Je sais que vous étiez là, monsieur. On a passé énormément de temps. Mais c'est plus loin dans le texte. Il faut qu'on puisse. La définition du point n'est pas. Pourquoi il y a des articles, Alexis Corbière? Parce que c'est organisé le travail. Là où vous avez raison. On ne peut pas parler de tout et à n'importe quel moment. On est d'accord. Attendez, on se met d'accord, sinon ça va être compliqué. Que même si c'est plus loin, et là on y était d'ailleurs à l'article 8. Donc on a commencé à discuter ce matin de la valeur du point. Que ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'instrument qui va définir la valeur du point à ce stade n'est toujours pas défini par l'INSEE. C'est le Conseil d'État. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire là? Non. Ah bon, c'est pas bon, d'accord. C'est dans la loi. C'est difficile d'échanger là, ça devient difficile. Mais ça a été difficile pendant 13 jours, Alexis. Oui, mais parce que vous posez des choses qui sont pas exactes. C'est défini par le Conseil d'État et l'INSEE va calculer le point année après année. C'est marqué dans la loi. Il ne l'a toujours pas fait. Vous pensez pas qu'il fallait d'abord le faire au débat? On allait le voter, Alexis Corbière. On était en train de le faire. Alors, s'il vous plaît, je voulais aussi vous faire réagir à ces images qu'on a reçues ce soir, puisqu'il y a eu des manifestations qui ont été organisées devant l'Assemblée nationale, mais également un peu partout en France, à Lyon notamment, la permanence d'Édouard Philippe qui a également été vandalisée au Havre, permanence pour les municipales. Les motions de censure commencent aussi à être déposées. Tout cela, Sylvain Maillard, cette ambiance qui s'électrise encore plus qu'avant, ça vous inquiète ? Écoutez, oui, bien sûr. Moi, cette ambiance que nous vivons depuis des mois et des mois, évidemment, on est dans une démocratie, il est insupportable, c'est une sorte de tentative de coup de force sur le terrain qu'on ne peut faire que dénoncer. Moi, j'entends ce que vous dites aussi sur la motion de censure. C'est normal, les Républicains sont, comme beaucoup d'entre nous, estiment que c'est pas normal la façon dont c'est opposé
Pas l'opposition, c'est la moindre des choses. Moi, que Alexis Corbière ne soit pas d'accord avec ce projet de loi, il a tout à fait le droit de déposer des amendements. C'est de la façon dont c'est fait. Moi, je regrette qu'on n'ait pas eu des vraies discussions sur le fond, sur l'ensemble des points. Ils auraient pu parfaitement expliquer, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous a proposé il y a 3 jours, en disant enlevez des amendements qui sont redondants quand vous dites 10 fois la même chose et prenez à chaque fois la parole, enlevez-les pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de la discussion. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On en arrive au bout de 13 jours et 13 nuits, je le redis, on a fait 10% des amendements uniquement. Qu'est-ce qu'on fait? On va jusqu'à Noël en première lecture. C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus appliquer cette réforme en 2022. Juste en un mot, Michel Taube, la motion de censure, elle peut faire vaciller le gouvernement aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Elle est en tous les cas une tentative certaine du gouvernement de reprendre la main et la maîtrise du temps. Déjà en décembre, avec la grève dont il n'avait pas prévu l'ampleur, il avait perdu la maîtrise du temps. Là, l'objectif du gouvernement, c'est que l'Assemblée nationale adopte le projet de loi avant les municipales pour pouvoir permettre son adoption avant l'été et son entrée en vigueur l'année prochaine. Parce que sinon, effectivement, le risque est grand que le grand projet de réforme du quinquennat Macron, celui sur les retraites, n'arrive pas jusqu'au bout. Donc là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une reprise en main de la maîtrise du temps par le gouvernement, parce que sinon, c'était parti pour des semaines, voire des mois de discussion sur un projet qui allait s'effilocher de tous les côtés. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans Week-end Direct. Il est un peu plus de 23h sur BFM TV.